Game begin. Donc on va parler de templating de déploiement. Alors, je vais vous expliquer dans un premier lieu le contexte, pourquoi j'en suis arrivé là et quels outils j'ai mis en place. Donc avant, pour me présenter, donc moi je suis Mathieu Pasneau, j'ai malgré mon jeune âge quand même 8 ans d'expérience, je suis rentré assez tôt et j'ai fait que du cloud depuis 2010. À certains niveaux avec différents providers et depuis cette année je me suis mis à mon compte et je continue de faire du Kubernetes parce que voilà, c'était un besoin qu'on avait dans la boîte, donc chez Please Open It, et je suis aussi un habitué du top 5 de Hacker News là, depuis un petit moment. J'en avais parlé il y a 2 ans. Alors, vous pouvez m'embêter sur Twitter, n'hésitez surtout pas. Et pareil, le site internet, voilà, il y a pas, c'est juste du contenu statique, mais il y a du contenu tous les mois qui est mis à jour. Alors, le contexte dans lequel j'ai déployé en fait comme template et Kubernetes, alors c'était chez Ublim, et chez Ublim, on avait 4 environnements différents. Un environnement dev, un environnement d'inté, une pré-prod et une prod. Et ces 4 environnements-là, ils ont beau être à peu près similaires, mais ils ne le sont pas. Vous n'avez pas les mêmes versions d'images, vous n'avez pas forcément les mêmes contraintes de charge, les mêmes contraintes de déploiement, les IP qui sont derrière, les noms de domaine. Tout ça, en fait, c'est les petites différences que vous voyez souvent dans les fichiers de configuration. Et puis, voilà, toutes les contraintes qu'on avait, c'est que j'avais aussi des réplicas qui changeaient, j'avais beaucoup de configurations qui changeaient en fonction des environnements sur lesquels on était. En pré-prod et en prod, on ne met jamais de log de debug, par exemple. Et donc, comment j'en suis arrivé après à déployer sur différents clusters? En fait, on n'avait même pas un seul cluster pour tous nos environnements. C'est-à-dire, on avait des machines dédiées au VH avec un cluster Kubernetes qu'on avait déployé à la main. Pour le dev, c'était plus pour essayer, pour le fait que ce soit pas cher aussi. On avait de l'intégration qui était sur ACS. ACS, c'était la première offre de containers de Azure qui sont en train d'arrêter. Et en fait, quand on démarrait cette offre-là, on pouvait choisir si on mettait un Swarm ou un Kubernetes. C'était pas top, mais il n'y avait que ça au début pour commencer. Et dès qu'on a mis en pré-prod et en prod, Azure avait sorti AKS, qui est le Kubernetes as a Service, que je vous recommande d'ailleurs, qui marche extrêmement bien. Et on avait mis 2 clusters différents, c'est-à-dire on n'avait même pas joué avec des namespaces, on avait joué avec rien de tout ça, c'était vraiment des clusters séparés à chaque fois. Alors l'outil Contemplate, selon la définition en fait qu'ils donnent sur leur site, c'est 2 expressions qui sont intéressantes, c'est le fait que ce soit des templates expressifs, d'une part, et qu'on peut avoir des fichiers de configuration par environnement. Et c'est vraiment ce qui manque aujourd'hui sur le déploiement de Kubernetes. Et je vais vous montrer par des exemples. Contemplate, c'est un tout petit projet, vous pouvez le trouver sur GitHub, c'est maintenu à jour par la communauté, c'est très facile à installer sur vos machines, y compris sur vos machines de dev, vos laptops ou vos desktops, mais ça va être aussi installable sur vos serveurs d'intégration continue, si vous faites du Jenkins, du GitLab ou autre. Et ça se base en fait sur le système de templating de Go. Alors je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ce genre d'annotation en Go, pour ceux qui en font. L'intérêt, c'est de pouvoir juste faire du templating qu'on trouve partout, hein, sous différentes formes. Et en l'occurrence, Contemplate se base sur le système de templating de Golang, directement. On va passer direct aux exemples. Et en fait, je vais faire toute la présentation que basée sur les exemples de déploiements que j'ai fait en prod chez Ublim dernièrement, ou que je suis en train de faire aujourd'hui chez Please Open It, de la même manière. C'est-à-dire, vous êtes habitué à vos fichiers YAML que vous voyez, que vous générez à la main ou automatiquement pour déployer vos services, pour faire vos deployments, vos config maps, etc. Donc ça, c'est ce qu'on injecte directement dans la ligne de commande de kubectl, donc de votre orchestrateur, un petit peu, votre ligne de commande pour orchestrer votre Kubernetes. Et en fait, on va avoir de grosses problématiques à cet endroit-là. C'est là où le loup commence à être levé un petit peu. C'est typiquement le réplica, on le met en dur. Mais en prod, moi, j'ai besoin de 2 réplicas. Voire en pré-prod, des fois besoin de 2 réplicas, mais en dev et en intégration, je ne vais pas aller charger inutilement complètement mes clusters avec des réplicas totalement inutiles. Et l'autre gros point noir, c'est le tag de mon image Docker. Là, ça me posait vraiment de gros problèmes, c'est-à-dire on se retrouvait des fois à mettre des repos différents, enfin des registries Docker différents pour aller taper sur l'un ou sur l'autre, mais c'était une vraie galère. Vos variables d'environnement, typiquement en intégration, en dev, on met des logs de debug alors qu'on les met pas forcément, on les met même pas du tout en prod ou en pré-prod. C'est vraiment charger le système totalement inutilement.
Et la dernière partie, et ça c'est la partie vraiment, vraiment douloureuse, c'est quand vous avez des properties. Vous avez des fichiers de properties. Là, en l'occurrence, c'était pour des applications en Java. On injectait directement les properties, donc ça vous génère le fichier à .properties dans votre pod. Mais vous avez des variables qui sont fixées en dur. Alors, face à... Et puis, petit dernier, pardon. Les ports aussi, les redirections de ports, c'est-à-dire... Là, en l'occurrence, entre deux versions, vous ne changez pas les redirections de ports, mais des fois, vous avez des ports de debug que vous ouvrez sur une intégration ou sur un dev que vous n'ouvrez forcément pas sur les plateformes de prod. C'est obligatoire. Celui qui avait fait ça, il s'est fait taper sur les doigts. Et donc, la limite de tout ça, c'est que vous êtes obligé de dupliquer l'intégralité de ce code et de changer juste vos environnements en fonction de ce que vous faites, en dev, en prod, en AT ou en pré-prod. Et ça, étant un peu feignant de base, je me suis dit, c'est pas possible. Je ne vais pas m'amuser à maintenir ça parce que les gars, quand ils changent en dev, après, vous êtes obligé de suivre, avec votre repo Ops, vous êtes obligé de suivre aussi les évolutions des repos de développement d'application. Donc l'idée, c'est de templater ça, tout simplement, où je vais mettre une variable avec mes réplicas, je vais mettre des variables pour le type de log, je vais mettre une variable pour la version, et je vais même carrément pouvoir injecter des fichiers entiers, ça on va le voir, je vais pouvoir injecter des fichiers entiers dans mon app.properties. Et pareil pour l'API port. Tout ça, c'est juste un système de variables. Et ContTemplate, ce qu'il propose derrière, c'est de vous structurer votre répertoire. Là, en l'occurrence, c'est le projet Ops, où en fait, chaque API que je déploie, enfin chaque service que je déployais, j'avais dessous tous mes YAML qui correspondaient à mes déploiements. C'est les mêmes YAML que vous avez pour kubectl, sauf que vous mettez vos variables dedans. Et à la racine, vous mettez vos environnements, c'est-à-dire votre environnement de prod, pré-prod, intégration, éventuellement le dev, si vous en avez, et vous maintenez en fait juste ces 4 fichiers-là. Et au niveau organisation du travail, chez Ublim, on avait les développeurs qui faisaient eux-mêmes leur YAML. C'est-à-dire que ce n'était pas l'Ops qui le maintenait, chaque développeur faisait son YAML, le maintenait dans le projet Ops, vis-à-vis de son projet qu'il était en train de développer, parce que ça, il y avait très très peu de variables dessus. Et après, l'Ops, son boulot, c'est de gérer quand même les configurations de prod, de pré-prod, d'intégration et éventuellement de dev. Au niveau des contextes, alors j'en ai parlé déjà, c'est les fameux prod, pré-prod, intégration. Quand vous installez kubectl sur votre machine, vous générez toujours ce genre de fichiers. Soit vous les cognez à la main, soit vous les faites générer automatiquement. C'est toutes les informations de connexion à votre cluster, avec vos certificats, avec les URL de vos serveurs, etc. Et vous pouvez avoir autant de contextes que vous avez de clusters sur votre machine. Et puis après, avec le kubectl config, vous changez sur quel cluster vous tapez. L'énorme intérêt de ça, c'est que dans le contexte que vous allez filer à ContTemplate, vous allez référencer en fait votre cluster qui est dans votre fichier de configuration de le kubeconfig. Donc à partir du moment où vous utilisez ça sur n'importe quelle machine qui a tout le kubeconfig, ça va marcher. Imaginez pour les plateformes d'intégration continue, par exemple. Et donc, mon fichier de prod, chez Please Open It, je lui dis que je déploie ma Time Manager API avec les values. Donc, j'ai 3 réplicas parce que c'est quelque chose d'assez sensible chez moi. La version de l'image Docker, c'est une version de prod. Mon log type, je sors forcément que de l'info. Et mon port d'API que j'utilise pour la redirection, c'est 5555. Et puis, je duplique ça. Et puis, je me fais ma pré-prod. Alors, ma pré-prod, c'est presque la même, c'est juste que je prends l'image latest. J'ai besoin de voir comment ça se comporte avec les réplicas. Et puis pour l'intégration, là on est sur quelque chose d'un petit peu plus différent. J'ai pas besoin de beaucoup de réplicas, donc je remets mon réplica à 1. Je mets ma version, mon tag d'image Docker, ça va être ma version intégration. Mes logs ils vont passer en debug. J'ai toujours le même port. L'énorme intérêt de ça, c'est que vous dupliquez que ces morceaux de code là, qui vont définir vos environnements, et vos YAML de déploiement, ils vont toujours être les mêmes. Et derrière, quand vous appliquez le ContTemplate, alors c'est aussi bête que ça, la ligne de commande, c'est que vous filez votre prod.yaml ou peu importe l'environnement, éventuellement avec le -i, vous lui dites sur quel élément l'appliquer, et là, juste avec cette commande template, il va vous générer le YAML que vous allez pouvoir passer à kubectl. Donc si forcément ça peut cracher si vous n'avez pas bien fait vos variables, mais l'intérêt de ça, c'est qu'après lui il appelle tout seul kubectl, et kubectl va réappliquer la configuration comme vous en avez besoin. Alors je reviens sur la fameuse structure. En fait, avec ces structures-là, on voit très bien que le -i correspond en fait à mes répertoires que j'ai en haut. Donc vous nommez juste correctement vos répertoires en fonction des éléments que vous déployez.
À la racine, vous mettez évidemment vos environnements, et vous pouvez aussi avoir un /config avec tous vos fichiers de configuration, parce que si on revient en arrière, légèrement, je suis désolé, je vais revenir ici, on a vu que je pouvais injecter un fichier de properties. Alors l'énorme intérêt de ça, c'est que vos développeurs dans votre équipe, ils font leur fichier de properties en fonction de leurs environnements. Ils vont vous faire un fichier de properties pour le dev, pour l'intégration, pour la prod et la pré-prod. Donc ils vont plus ou moins le dupliquer, mais vous allez pouvoir suivre des versions, parce que des fois en dev, vous avez une properties de plus ou une properties de moins, et si vous vous basez toujours sur le même fichier et que vous déployez une pré-prod, une prod, avec cette différence-là, ça ne va pas marcher. Alors que là, comme vous référencez des fichiers différents, eh bien vous avez vos trucs qui sont vraiment fixés. Et tout ça, vous l'intégrez évidemment dans votre projet Ops, dans votre GitHub, enfin votre Git tout court. Je vais revenir ici. Donc une fois que vous avez structuré ça, dans un projet Ops, au niveau de votre Jenkins ou autre solution d'intégration continue, l'énorme intérêt, c'est que vous pouvez appeler juste ça, vous faites juste ça, et ça va juste générer les fichiers YAML. Une fois que vous avez généré les fichiers YAML, il va appeler le kubectl en boucle sur ces fichiers YAML et il va vous le déployer tout simplement. Contemplate, ça marche juste comme ça. Et c'était la dernière diapo. Merci.